Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur ce webinaire qui est intitulé donc les opportunités Horizon Europe en 2024, les appels à projets mobilité routière. Donc l'idée de ce webinaire, c'est donc de compléter le webinaire qu'on a organisé en janvier dernier sur les appels 2023 et auquel un certain nombre d'entre vous avaient peut-être participé déjà, en se focalisant cette fois sur les appels 2024 exclusivement. Donc avec le parti pris de notre côté de vous en parler un petit peu plus en amont et donc de vous donner la possibilité d'avoir plus de temps pour vous organiser si intérêt il y a à aller chercher ces financements de votre côté. Donc voilà, comme en janvier, on a organisé ce webinaire en collaboration avec le MESR, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'on remercie par avance pour la contribution. Donc, je dis juste un mot rapide sur l'entité FAMN, donc, qui co-organise ce webinaire et dont je suis en charge de la représentation à Bruxelles. Donc, l'entité FAMN, c'est une entité qui est basée à Bruxelles depuis 2019, qui porte la voix du secteur français de la mobilité dans son ensemble, c'est-à-dire un total de 1500 entreprises et organisations, dont une majorité de PME, 65%, mais aussi évidemment des grands groupes, des instituts de recherche, des collectivités, qu'on essaye au niveau des FAMN au quotidien de réunir autour, je dirais, d'une compréhension commune des politiques qui sont menées au niveau européen, notamment du point de vue des financements et des opportunités de financement, et autour d'un objectif commun qui est, je dirais, celui d'améliorer au global les résultats français en matière d'accès au financement européen. Voilà, en termes de structure, il faut savoir qu'FAMN, c'est avant tout une démarche qui est collaborative, qui est conjointe à 5 organisations, 5 entités, dont la PFA, la plateforme française de l'automobile, et les pôles de compétitivité que vous voyez à l'écran sur la petite carte de France, qui ont des ancrages géographiques spécifiques. Et comme convenu, donc, je laisse la parole à mes collègues des pôles pour dire un mot rapide sur leurs pôles respectifs. Donc voilà, je vous propose de procéder par ordre alphabétique et donc de commencer par Cara. Donc Jean-Baptiste, tu as la parole. Merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous, enchanté et bienvenue à ce webinaire. Donc Jean-Baptiste Dehaene, je suis en charge des affaires européennes au sein du pôle CARA. Donc, sur la carte, vous voyez qu'on est basé en Auvergne-Rhône-Alpes et on accompagne nos acteurs des systèmes de transport de personnes et de marchandises. Bonjour, donc je prends la suite. Lucie Tristan, je travaille chez ID4 Mobility en tant que chargée de projet européen. Donc, comme vous voyez également, ID4 Mobility, on est le pôle de compétitivité des mobilités terrestres du Grand Ouest, donc de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par les Pays de la Loire. Bonjour à tous, Julia Maffrini, responsable des affaires européennes internationales chez Nextmove, donc le pôle de compétitivité basé sur les régions de l'Île-de-France et la Normandie. Du coup, on accompagne nos 6 membres sur différentes thématiques de la mobilité à faible impact environnemental, mobilité connectée, jusqu'aux services de mobilité. Bonjour à tous, Clotilde Nadet, responsable Europe du pôle véhicule du futur, un pôle de compétitivité automobile, transport et mobilité situé sur les 2 régions, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Merci beaucoup Clotilde et les autres. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente brièvement l'ordre du jour du webinaire d'aujourd'hui, donc qui se décompose, comme en janvier, en 2 temps. D'une part, une présentation des topics d'appel à projet, et puis un retour d'expérience qui sera proposé par 2 adhérents lauréats, en l'occurrence Interface Transport et Orano. Donc, à noter que sur la première partie, la partie présentation des topics d'appel à projet, on a intentionnellement effectué un tri parmi les topics qui seront présentés. Donc, en fait, en pratique, les PCN vont vous présenter aujourd'hui uniquement les topics d'appel qui sont reliés à un partenariat public-privé. Donc, en l'occurrence, trois de ces partenariats public-privés. Bat4EU pour le volet batterie, 2Zero pour le volet mobilité zéro émission et SICAM pour la partie mobilité autonome et connectée. Donc, pourquoi on a fait ce choix? C'est simplement d'une part parce que appliquer ce filtre,
Ça nous permet de faire ressortir, je dirais, la quasi-totalité en fait, en pratique des topics mobilité routière qui sont proposés dans le cadre d'Horizon Europe. Et probablement ceux qui sont les plus directement reliés avec les activités qui sont menées par les membres des pôles. Et deuxièmement, parce qu'au niveau des FAMN, on est membre actif à Bruxelles de ces partenariats publics-privés qui sont en pratique des réseaux dans lesquels les consortia vont se constituer pour ces appels 2024. Les consortia vont se constituer dans les prochains mois. Et l'idée de ce webinaire, au-delà de donner de l'information descendante, pour nous, c'est aussi de venir prendre la température de votre niveau d'intérêt selon les différents topics, dans la perspective d'éventuellement, ensuite, dans les prochains mois, vous mettre en contact avec les acteurs européens qui vont impulser des montages. Donc, à noter que dans cette optique, on a mis en place, dans le cadre de ce webinaire, donc un outil interactif. Alors, d'une part, pour rendre l'expérience de ce webinaire plus interactive, mais aussi pour vous permettre d'exprimer donc votre niveau d'intérêt pour chacun des topics qui seront présentés. Et pour nous, donc, de récolter des données et essayer de percevoir où se concentrent les niveaux d'intérêt et sur quel appel il faut avoir l'œil au niveau européen et éventuellement ensuite effectuer les mises en contact nécessaires. Voilà, donc dernière remarque, peut-être avant de laisser la parole à Jean-Marc. On vous encourage évidemment à poser vos questions dans le chat. Comme je l'ai dit en introduction, les micros et les caméras ont été intentionnellement coupés pour une raison de fluidité de la bande passante, mais on se tient évidemment à votre disposition pour traiter les questions qui seront posées par écrit et éventuellement, le cas échéant, vous débloquer le micro pour poser une question à l'oral si besoin. Et j'ai vu que la question a d'ores et déjà été posée. Je précise que l'ensemble des slides seront évidemment transmises juste après le webinaire. Et ce webinaire est enregistré, donc l'enregistrement sera rendu disponible sur nos différents sites dans les jours qui viennent également. Voilà, c'est tout de mon côté. Sur ce, je vous souhaite un très bon webinaire et Jean-Marc, je te laisse la main. Oui, bonjour. Vous pouvez me confirmer que vous me voyez toujours, vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, je vais partager la présentation. Alors, juste une seconde, parce que bien entendu, j'arrive pas à la partager, ça serait trop simple. Alors, je m'excuse Mathieu, j'ai encore un petit souci de Teams, visiblement. Pas de souci. Dis-moi si tu arrives à débloquer ça, sinon j'ai au cas où ta présentation à disposition. Alors, étant donné qu'elle est assez longue, je préférerais la passer moi-même. Alors, ça m'embête encore. Alors, est-ce que je peux me déconnecter et me reconnecter? Je suis désolé, vraiment toutes mes excuses. Pas de souci, vas-y. Je reviens tout de suite. Mes excuses. Voilà. Vous m'entendez, vous me voyez et vous voyez la présentation. Oui, tout est parfait. Bah, c'est parfait. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu finalement. Bien, bonjour à tous. Merci Mathieu de nous avoir invités pour ce webinaire aujourd'hui. Alors mon collègue Thilo Schoenfeld nous rejoindra un peu plus tard au cours de l'événement pour prendre la relève. Et comme Mathieu vous l'a dit, nous allons vous présenter aujourd'hui les appels à projets 2024 de Horizon Europe en lien avec la mobilité routière. Alors, comme Mathieu l'a dit également, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un certain nombre de questions très simples sous forme de QCM, donc ce sera assez rapide pour vous. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur Slido. Donc, vous avez un lien direct, peut-être que Mathieu aussi peut remettre dans le chat Teams. Sinon, slido.com, et vous avez le code à rentrer pour rejoindre le sondage qui vous est proposé, ou alors sinon, vous avez le QR code sur la droite de l'écran si vous voulez participer avec vos téléphones.
Donc je vous remontrerai tout ça lorsque les questions seront posées, mais vous pouvez d'ores et déjà vous connecter si vous le souhaitez. Je laisse Mathieu remettre les liens de connexion dans le chat. Comme Mathieu l'a dit également, l'intérêt de ces questions, c'est de jauger votre intérêt pour les différents appels qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc pour éviter les réponses anonymes et puis pour que les pôles puissent savoir êtes intéressé par quel appel, ce qu'on vous propose, si vous êtes d'accord pour le faire, bien entendu, c'est de renseigner vos coordonnées, une espèce de mini profil que vous pouvez remplir en cliquant en haut à droite de votre écran. Donc normalement, vous avez accès à cette page. Donc vous ne verrez pas de questions pour l'instant, mais vous avez quand même accès à cette petite icône qui vous permet de remplir votre profil. Donc vous pouvez remplir votre nom, votre adresse mail, de sorte à ce que les pôles, en fait, les représentants des pôles puissent savoir qui est intéressé par quel topic. Donc tout ça sera traité uniquement en interne. Les réponses ne seront pas rendues publiques. Je vous laisse ça juste une seconde pour que vous puissiez voir. Passer à la suite. Alors, avant de vous présenter les appels, quelques mots sur le dispositif des PCN et quelques généralités sur Horizon Europe. Donc, ce sera certainement de la redite pour quelques participants, mais étant donné qu'il y a toujours des nouveaux participants, ce qu'on appelle des nouveaux entrants pour répondre aux appels à projets, on répète systématiquement ces informations pour que vous puissiez bien comprendre en fait le périmètre de notre action en tant que PCN et puis le périmètre du programme Horizon Europe. Donc le réseau de points de contact nationaux est piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France. Donc ce sont des personnes qui, comme moi, sont officiellement nommées auprès de la Commission européenne et qui ont pour mission d'informer, de conseiller, comme vous pouvez le lire, et d'accompagner en fait les acteurs nationaux lorsqu'ils souhaitent répondre à des appels à projets Horizon Europe. Donc c'est une petite subtilité. Horizon Europe est un des programmes financés par la Commission européenne. Vous avez d'autres programmes qui sont financés. Vous avez peut-être entendu parler de LIFE, de Innovation Fund ou du CEF, par exemple. Donc vous avez aussi des PCN pour ces programmes. Le PCN Transport que je représente aujourd'hui est vraiment dédié à Horizon Europe. Sur ce PCN Transport, vous avez 3 interlocuteurs possibles. Benjamin Winiger, qui est notre coordinateur, qui est basé au ministère. Thilo Schoenfeld, qui nous rejoindra un peu plus tard, et moi-même, Jean-Marc Zaccardi. Et vous pouvez nous joindre tous les 3 à l'adresse qui s'affiche actuellement sur votre écran, pcntransport@recherche.gouv.fr. Si vous avez des questions sur les appels à projets des destinations 5 et 6, notamment du cluster 5. Donc ne vous inquiétez pas si destination et cluster ne vous parlent pas encore, je vais clarifier ça avant de vous présenter les appels. Quelques généralités sur le programme Horizon Europe. Donc sans rentrer dans le détail, vous pouvez voir la structuration globale de ce programme sur la droite de l'écran. Donc Horizon Europe, c'est le programme cadre pour la recherche et l'innovation. Donc il est vraiment dédié aux actions de recherche et d'innovation, avec 4 piliers principaux qui, pour la période 2021-2027, devraient bénéficier d'un budget d'environ 95 milliards d'euros. Donc ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui, c'est le second pilier qui est dédié à ce qu'on a appelé, ce que la Commission a appelé les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne. Et c'est dans ce second pilier que vous allez retrouver le cluster, le pôle en français, le cluster 5, climat, énergie et mobilité. Et c'est derrière cet item mobilité que le PCN Transport est actif. Et tous les appels que je vais vous présenter aujourd'hui sont liés à ce cluster 5 du pilier 2. Dans ce cluster 5, vous avez un ensemble de destinations, donc c'est un découpage supplémentaire qui est proposé à l'intérieur du cluster 5 avec 6 destinations. Et aujourd'hui, les appels qui vont vous être présentés sont liés aux destinations 2, 5 et 6. Des solutions intersectorielles pour la transition climatique. Donc ça, c'est la destination 2 qui concerne essentiellement les batteries.
Destination 5 pour des solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport, et puis la destination 6. Donc destination 5, pardon, c'est dans cette destination que vous retrouverez les appels du partenariat To-Zero, transport routier émission nulle. Et dans la destination 6, des transports sûrs et résilients et des services de mobilité intelligente pour les passagers et les marchandises, vous retrouverez les appels qui concernent la mobilité connectée. C'est ce que je vous détaillerai dans la suite. Et une information importante tout en bas, alors malheureusement peut-être un peu trop petite, mais le lien vers le programme de travail 2023-2024 pour l'ensemble du cluster 5. Donc et quand je parle de programme de travail, j'entends par là le descriptif de tous les appels à projets. Alors quelques généralités pour les nouveaux entrants, pour les personnes qui n'ont pas encore participé à ce type d'appel. Ce qu'il faut savoir avant tout, notamment dans le cadre du cluster 5, c'est que la commission adopte une approche qu'on pourrait qualifier de top-down, en fait, avec des appels qui sont très prescriptifs. C'est-à-dire qu'on va vous demander, au travers de vos réponses, de vos propositions, de soutenir certaines priorités politiques stratégiques de l'Union européenne, mais en répondant à des appels à projets. Donc, ils sont centrés sur des problématiques bien précises. Mais on vous demande donc bien de répondre à des impacts attendus et de fournir des options, des solutions à des problématiques qui vous sont détaillées dans des appels à projets. Il n'y a pas d'appel blanc, il n'y a pas d'appel ouvert. L'autre particularité de ces appels dans le cluster 5, c'est qu'on vous demande de soumettre des projets collaboratifs. Donc vous devez répondre avec un consortium, vous ne pouvez pas répondre en monopartenaire. Et en plus de ça, on vous demande de répondre avec un consortium, donc avec des propositions, des projets transnationaux, puisque votre consortium doit inclure au moins 3 entités de 3 États membres de l'Union européenne différents ou de pays associés à Horizon Europe. Donc les pays associés, ce sont des pays un peu particuliers qui ne sont pas des États membres de l'UE, mais qui sont quand même associés au programme cadre de recherche et d'innovation, donc typiquement la Turquie. Et ce qui devrait se passer aussi, on l'espère prochainement, pour le Royaume-Uni. Pour vous donner quelques chiffres, la durée moyenne des projets dans le cadre du cluster 5, elle est de 3 à 4 ans. Les subventions minimales qui sont proposées par la Commission sont de l'ordre de 2 millions d'euros, en moyenne plutôt autour de 5 millions d'euros par projet, pas par bénéficiaire, par projet, et sans réelle valeur maximale, puisque vous pouvez avoir des appels à projets avec des budgets à 25 millions d'euros, par exemple. Des financements européens, plutôt, je devrais dire, à 25 millions d'euros. Donc vous avez 3 types de projets qui vous sont proposés. Alors je vais passer tout de suite à la planche suivante. Vous avez des actions de recherche et d'innovation, des RIA. Donc là, le mot recherche est le mot-clé, puisqu'on vise des TRL en fin de projet, compris entre 2 et 5, donc ça reste relativement faible. Vous avez ensuite des actions d'innovation, avec des TRL de 5 à 8 en fin de projet. Et puis vous avez des actions de coordination et de support qui sont des études papier en quelque sorte, qui correspondent plutôt à des mesures d'accompagnement, qui visent par exemple à établir des feuilles de route. Au-delà du TRL, ce qui est important aussi derrière ces appellations RIA, IA et CSA, c'est le taux de remboursement, le taux de financement. Donc pour les RIA et les CSA, tous les bénéficiaires peuvent bénéficier d'un taux de remboursement de 100% de leur coût éligible. Donc tout type d'entité, que vous soyez un centre de recherche, un universitaire ou une PME, un grand groupe, peu importe, 100% des coûts éligibles sont remboursés par la Commission européenne. Par contre, s'il s'agit d'une action d'innovation, là, en fonction de votre statut, vous êtes éligible à un remboursement de 60 à 100% de vos coûts éligibles. Alors Mathieu en a dit quelques mots. Ce qui vous est présenté aujourd'hui, ce sont des appels à projets qui sont issus de 3 partenariats coprogrammés. Donc je ne vais pas vous présenter les institutionnalisés et les cofinancer aujourd'hui. Le message que je voulais vous faire passer, vous répéter du coup, c'est que tous ces appels à projets qui vont vous être présentés ont une genèse un peu particulière, puisqu'ils ont été, entre guillemets, co-construits par la Commission européenne et par des partenaires privés, entre guillemets,
au sein de ces partenariats publics-privés que sont To0, Bad4EU et SICAM. Donc quelques précisions au cas où vous poseriez des questions. Les entités, notamment les entités privées qui ont participé à la rédaction de ces appels à projets, n'ont aucune priorité pour répondre et obtenir des financements à ces appels à projets. Ils restent ouverts pour tout le monde, même pour ceux qui ne font pas partie des partenariats. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, c'est que vous pouvez vous aussi, alors bien entendu, si vous en avez les ressources et la volonté, vous pouvez aussi vous investir en fait dans ces partenariats si votre objectif à terme, c'est d'influencer les futurs appels à projets ou, comme Mathieu l'a indiqué, d'être mis en réseau avec les autres membres de ces partenariats et faciliter la construction de vos consortia éventuels pour répondre aux futurs appels à projets. Donc il y a plusieurs avantages à vous investir dans ces partenariats. On pourra en rediscuter même après l'événement si vous avez des questions par rapport à ça. Mais gardez en tête que ça demande quand même des ressources puisqu'il faut vous investir justement dans ces partenariats. Des ressources en temps et puis des ressources en argent. Les planches qui vont vous être présentées aujourd'hui sont toutes issues de guides que nous avons déjà publiés, qui sont déjà accessibles sur le site horizon-europe.gouv.fr. Donc, ce sont des guides qui vous sont proposés pour vous faciliter un peu la lecture du programme de travail. Donc, vous avez différents types de guides. Il y a un guide synthétique et puis des guides détaillés. Alors, quand on dit guide détaillé, ça reste quand même assez sommaire puisque vous aurez une description de chaque appel sur une seule planche. Donc, ça reste très limité. L'idée, je dirais, c'est de vous fournir déjà une base en français, ce qui peut faciliter la lecture pour certains. Ça vous permet aussi de communiquer en interne au sein de vos entités, auprès de vos chercheurs, auprès de vos collaborateurs, pour qu'ils vous aident à identifier des thématiques qui peuvent être intéressantes et qu'ils le fassent assez rapidement sans avoir à lire l'intégralité du programme de travail. Et ça vous donne des mots-clés sur les thématiques principales qui sont abordées dans le cadre de donc d'ailleurs, c'est un peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, puisque comme je l'ai indiqué, c'est très compliqué de vous présenter en 1 à 2 minutes tous les appels à projets sur une seule planche. L'objectif, c'est plutôt de vous donner quelques mots-clés pour que vous puissiez un peu mieux cerner le périmètre de chacun des topics. Donc c'est de vous donner un aperçu assez rapide pour vous aider à faire le tri et voir ce qui peut correspondre davantage à vos priorités. Bon, sachant que vous avez encore un peu de temps, parce que comme Mathieu l'a indiqué, les premiers appels n'ouvriront qu'en décembre 2023. Donc vous avez le temps et je dirais même que vous devez de toute façon lire et relire les textes des appels pour bien comprendre les attendus. Alors avant de vous présenter ces appels, juste une planche que j'ai insérée pour vous donner une idée des taux de succès que vous pouvez espérer en répondant à ces appels du cluster 5. Donc ce que vous voyez sur la gauche, c'est un aperçu des taux de succès constatés pour les appels 2021 et 2022. Donc ces chiffres et puis d'autres sont disponibles sur le site du ministère. Donc je vous ai mis le lien ici si vous voulez télécharger la présentation. Vous voyez que notamment pour les batteries sur les appels 2021 et 2022, le taux de succès était de 32%. Pour les appels To0 de 34% et pour les appels SICAM pour la mobilité connectée à 22%. Donc il ne s'agit pas de chiffres propres à la participation française, hein. C'est vraiment au global sur l'ensemble des propositions qui ont été soumises à la Commission européenne et sur l'ensemble des projets qui ont été sélectionnés. Et sur la droite, vous avez un constat partiel pour les appels 2023, puisque on n'a pas encore les chiffres pour les appels de la destination 6 sur la mobilité connectée, puisque ces appels sont encore ouverts. Mais vous voyez que pour les appels To0 et Bad4EU qui ont été clôturés, si ma mémoire est bonne, le 20 avril dernier, vous pouvez voir dans ce tableau donc, le nombre de projets que la Commission avait indiqué vouloir financer et le nombre de propositions qui ont été soumises à la Commission, donc, ce qui permet d'établir un taux de succès potentiel, donc qui sera connu, qui ne sera validé, je dirais, qu'en septembre
si je ne dis pas de bêtises, puisque la commission a 5 mois pour procéder à l'évaluation de toutes les propositions qui ont été soumises, avec un taux de succès moyen qui devrait être supérieur pour les appels to zero que pour les appels batterie, pour lesquels il y a eu quand même beaucoup plus de participation. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, je ne vois pas le chat de Teams, je ne sais pas, Mathieu. Alors, il y a d'ores et déjà une question qui est relative à une collaboration éventuelle au niveau transatlantique. Donc, un cluster canadien qui demande quelle est la méthodologie préconisée pour monter des collaborations transatlantiques. Est-ce que tu as une réponse à ça, Jean-Marc? Alors, j'ai une réponse, mais qui est incomplète parce qu'il faut que je vérifie l'état d'association du Canada, si c'est le Canada qui est visé. Je ne saurais pas dire si le Canada fait partie à l'heure actuelle des pays qui ont signé l'accord d'association avec le programme Horizon Europe. En fait, les pays associés que je mentionnais tout à l'heure, je mentionnais la Turquie et, enfin, on l'espère dans l'avenir, le Royaume-Uni, sont des pays qui, comme je disais, ne sont pas des États membres de l'UE, mais qui ont accès au financement du programme Horizon Europe. Et si je ne dis pas de bêtises, mais je vérifierai d'ici la fin de l'événement, le Canada, si l'accord d'association n'est pas signé, il est quand même sur la liste des pays qui ont prévu d'avoir un accord d'association avec le programme Horizon Europe. Donc ça veut dire qu'il pourrait bénéficier de financement comme une entité issue d'un des États membres de l'Union européenne. Donc ça, je vérifierai d'ici la fin de l'événement. Jean-Marc, c'est Thilo. Oui, bonjour Thilo. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai pris de retard. Donc Thilo Schoenfeld, également le PCN. Concernant le Canada, un partenaire canadien ou n'importe quel partenaire international, presque, quelques pays sont exclus, peuvent participer à des programmes européens dans la mesure où ils viennent pour l'instant, si ce n'est pas un pays associé, avec le propre financement de leur propre gouvernement. Donc participation, oui. Financement à Bruxelles, non, sauf si c'est un pays associé, formellement. Alors, en effet, le Canada est en voie d'adhésion pour devenir pays associé, mais il me semble qu'il manque à ce stade encore quelques signatures. Okay. Je ne sais pas, Mathieu, s'il y avait une autre question ou si on peut continuer. Vous pouvez continuer, je pense. Ok, ça marche. Bon. Alors, je vais continuer avec les appels batterie. Pour 2024, donc comme pour les autres partenariats, on vous a inclus là dans les planches un résumé sous forme de tableau des différents sujets qui vous sont proposés. Donc il y aura 2 appels en 2024 pour les batteries. Un premier appel qui sera ouvert en décembre 2023 et clôturé en avril 2024 avec 4 sujets, et puis un deuxième appel de mai à septembre 2024. Avec uniquement 3 sujets. Alors juste un petit commentaire, il n'y a pas d'erreur dans la numérotation pour le premier appel, on passe bien du sujet 3 au sujet 5. Il y a bien un sujet 4, mais qui ne concerne pas les batteries. Et pour ceux qui auraient en tête un 4e sujet sur le deuxième appel, ce 4e sujet qui existait bien lorsque le programme de travail a été publié l'an dernier, a finalement été repoussé à 2025. Donc sur le deuxième appel de 2024, il n'y aura que 3 sujets, avec un budget total de l'ordre de 60 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, pour le premier appel et de 40 millions d'euros pour le deuxième appel. De manière générale, les sujets que vous allez voir côté batterie pour 2024 sont sur des thématiques qui sont assez proches des thématiques de 2023, sur le développement de matériaux avancés, sur la conception et la fabrication de cellules de batterie, sur la manière dont on gère la fin de vie des batteries, la durabilité des batteries, et tout ça pour différentes générations de batteries, alors surtout des batteries de génération 4 et de génération 5. Alors le premier sujet qui vous est proposé, il va concerner la thématique du recyclage. Donc c'est une action de recherche et d'innovation. Donc pour chaque appel, vous retrouverez les caractéristiques macro en haut à droite. Donc c'est une action de recherche et d'innovation avec un TRL assez faible attendu en fin de projet, un TRL de 5, 2 projets qui devraient être financés.
et des budgets par projet de 8 millions d'euros. Alors, une petite nuance qui est valable pour tous les appels qui vous seront proposés aujourd'hui. Il ne s'agit pas vraiment ici de budget, mais il faut plutôt comprendre sous l'appellation budget le montant de la subvention européenne qui est proposée pour ce sujet-là. Donc 8 millions d'euros de subvention UE. Une petite parenthèse au passage, rien ne vous empêche sur un appel comme celui-ci de proposer des projets à 5 millions d'euros ou à 10 millions d'euros. Néanmoins, statistiquement, je vous le déconseille très fortement puisque statistiquement, la plupart des projets lauréats respectent scrupuleusement les indications de budget qui sont données dans les textes des appels. Donc pour en revenir à ce premier sujet sur le recyclage, donc là on se focalise sur les batteries de type lithium-ion. Et l'objectif, je dirais global, c'est d'améliorer la récupération des matériaux qui constituent les batteries, d'étendre en fait la récupération des matériaux. Donc dans le texte de l'appel, par exemple, on vous mentionne le cobalt qui fait partie des matériaux usuellement récupérés. Mais là, l'objectif, c'est d'aller plus loin que ça. C'est vraiment d'améliorer la circularité des matériaux des batteries en développant des procédés de pré-traitement des principaux éléments de batterie qui soient respectueux de l'environnement, qui soient aussi sûrs pour les personnes qui vont mettre en œuvre ces procédés et ces technologies, et qui permettent d'accroître la qualité et le niveau de pureté des matériaux recyclés. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer les thématiques principales sans forcément, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire ce que vous pouvez lire là à l'écran. Et encore une fois, j'insiste sur un point, c'est que si certains appels vous intéressent après cette présentation, il faut absolument que vous lisiez bien les textes complets des appels pour bien comprendre ce que la commission attend de vous. Donc le premier appel plutôt orienté recyclage. Le deuxième appel, lui, il est plutôt orienté sur des technologies de batterie non lithium. Donc là, il s'agit d'une action d'innovation avec un TRL plus élevé, 6, 7, 3 projets qui devraient être financés. La particularité de cet appel, je ne vous en ai pas parlé précédemment parce qu'il n'y a que quelques appels dans le cluster 5 en 2024 qui sont concernés, c'est qu'il va être financé sous forme de somme forfaitaire, de lump sum. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra détailler peut-être plus tard dans l'événement ou après l'événement. Mais ça concerne de mémoire 2 sujets, je crois, en 2024. La deuxième particularité sur cet appel, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le financement pour les entités privées se fera à hauteur de 60% des coûts éligibles. Donc ça ne concerne que les entités privées, les universitaires éventuels, les centres de recherche restent éligibles à un financement de 100%. 100% des coûts éligibles sont remboursés par la commission. Donc là, sur ce sujet, on se concentre sur les batteries non lithium. Donc c'est un sujet qui est ouvert à toutes les chimies non lithium. Comme le titre l'indique, c'est un sujet qui concerne le stockage stationnaire avec des niveaux de stockage qui sont indiqués dans le texte de l'appel de quelques kilowattheures jusqu'au mégawattheure. Donc il y a quand même plusieurs applications qui peuvent être concernées. Alors toujours des applications stationnaires. Vous pouvez voir dans le texte de l'appel une mention, je dirais, aux applications mobiles, mais la priorité des développements, en fait, reste centrée sur les applications stationnaires. Donc je vous le dis aujourd'hui, puisque a priori, vous êtes tous plutôt intéressés par les appels qui concernent la mobilité. Donc là, il est plutôt question d'opérer des développements pour des applications stationnaires. Et pour les applications mobiles, de montrer en fait que les solutions stationnaires qui sont développées, elles peuvent avoir une transposition au secteur de la mobilité. Donc, il ne faut pas faire de développement spécifique pour des applications mobiles. Avec des objectifs, là vous le voyez, des objectifs chiffrés en fait pour ces chimies de batterie non lithium-ion que vous retrouverez avec quelques autres KPI dans le texte de l'appel. Sur le sujet numéro 3, la thématique principale, je dirais que c'est celle de l'optimisation de la circularité en termes de conception et aussi en termes de pratiques commerciales, je dirais. Donc là, une RIA avec un TRL de 5
un seul projet qui sera financé à hauteur de 5 millions d'euros. Donc là, je vais juste faire une parenthèse sur le premier résultat attendu, parce que je ne l'ai pas commenté jusqu'à présent. Mais globalement, le premier résultat qui est attendu sur l'ensemble des appels à projets batterie est toujours le même. En fait, l'objectif principal de la commission, je dirais, et du partenariat sur les batteries, c'est de renforcer la chaîne de valeur européenne sur les batteries, en réduisant notamment la dépendance de l'Union européenne aux matières premières critiques. Donc c'est pour ça que vous allez systématiquement retrouver un premier objectif, un premier expected outcome qui est le même pour les différents appels sur les batteries. Et donc là, il est question de démontrer une conception circulaire et durable, mais aussi de démontrer quels peuvent être les modèles d'entreprise, les pratiques commerciales associées à ces nouvelles méthodes de conception pour mieux exploiter en fait cette circularité en quelque sorte et durabilité des batteries qui sont produites dans l'Union européenne. Je relis mes notes. Dans le texte de cet appel, vous verrez que vous avez d'autres appels à projets qui sont mentionnés. Donc c'est souvent le cas dans des appels à projets Horizon Europe. On vous demande d'établir des passerelles avec d'autres appels, avec d'autres projets. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à prendre en considération de la même manière que la participation du GRC qui revient notamment pour les appels à projets batterie et aussi parfois pour les appels à projets SICAM. Donc à chaque fois que vous avez une indication de ce type, je vous encourage quand même à essayer de regarder de quelle manière vous pouvez établir des passerelles avec ces autres initiatives, que ce soit des projets déjà financés ou avec le JRC par exemple. Le 5e appel, je vais avancer, concerne plutôt la thématique du développement des matériaux. Alors je devrais plutôt dire l'accélération du développement des matériaux pour aller au-delà et plus rapidement que les procédés itératifs, disons, qui peuvent être en cours actuellement. Donc là, c'est une RIA avec un TRL qui reste faible en fin de projet, entre 3 et 4. Et là encore, pour faire écho à ce que je viens de mentionner pour le sujet précédent, là, on vous demande dans le texte de l'appel, en plus des résultats attendus que vous voyez à l'écran, on vous demande d'établir des liens avec l'initiative Batterie 2030+, en fait, l'initiative qui est un projet H2020, Batterie 2030+, qui est une CSA, si ma mémoire est bonne, qui a pour vocation, en quelque sorte, à travailler sur une feuille de route pour le développement des nouveaux matériaux de batterie. Donc là, typiquement, ce nouvel appel à projet qui concerne un développement de matériaux, la commission vous demande de faire un lien, de créer une synergie avec cette CSA qui est déjà en cours. On passe ensuite au 2e appel, donc avec une ouverture en mai 2024, donc en commençant par une action d'innovation qui concerne alors essentiellement des activités de production pour des batteries de génération 4 et 5 ici. Donc là, c'est plutôt un volet production, d'où le fait certainement qu'il s'agisse d'une action d'innovation. Alors attention, avec un financement de 60% là encore pour les entités privées. Donc là, on parle de procédés de fabrication avec des objectifs chiffrés. Alors non seulement sur les procédés de fabrication, comme vous pouvez le voir avec par exemple ici, un objectif de réduction de consommation énergétique des procédés qui seront mis en œuvre, mais vous pouvez aussi avoir des objectifs chiffrés, des KPI sur, par exemple ici, les feuilles de lithium en termes d'épaisseur de ces feuilles et en termes de densité énergétique qui doivent être atteintes avec ces feuilles de lithium. Et bien entendu, en lien avec les objectifs de recyclage et de recircularité, on vous mentionne bien entendu de développer des procédés qui soient compatibles avec les objectifs de recyclage. Donc très orienté production pour celui-ci. Le 2e appel pour 2024 va concerner les technologies de batterie post-lithium-ion, des batteries de génération 5. Donc encore une RIA avec un TRL assez faible en fin de projet. Cette fois-ci, 3 projets qui devraient être financés avec des budgets de l'ordre de 5 millions d'euros chacun. Donc là encore, j'attire votre attention sur les KPIs qui vous sont fournis de manière très quantitative dans le texte de l'appel. Puisqu'on mentionne des objectifs de coût, de densité énergétique, et même on mentionne des performances
en termes de sécurité. Donc ce qui n'apparaît pas forcément sur cette planche où vous n'avez qu'un résumé. Donc là, c'est vraiment un appel sur du développement de nouvelles cellules de batterie post-lithium-ion. C'est vraiment du développement de batterie. Alors je suis désolé, je vais un peu vite, sinon on va pas avoir le temps de tout vous présenter. Le troisième sujet pour le deuxième appel, lui, concerne, je dirais, l'optimisation et l'intégration de systèmes de batterie. Donc c'est un sujet qui est très orienté vers les applications mobiles. On parle notamment, là dans le titre, vous le voyez, de réduction de taille et de réduction de masse, en fait. Donc ce sont bien les objectifs principaux pour cet appel qui vise, comme je le disais, essentiellement des applications mobiles. Donc là, l'idée sous-jacente, pardon, c'est de travailler à la réduction de taille et de poids pour intégrer des nouvelles technologies, des futures technologies, comme vous le voyez mentionné sur les activités qui vous sont proposées, et de participer donc au travers d'une meilleure intégration à renforcer la sécurité des batteries tout au long de leur durée de vie, tout au long de leur utilisation. Voilà, j'ai bien conscience que j'ai dû aller assez vite. Ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre le sondage Slido. Donc je vais lancer la première question, que vous devriez voir apparaître. Mathieu, n'hésite pas à me dire si c'est pas le cas. Et vous allez voir en fait le même QCM qui est répété pour les différents sujets. Alors Mathieu, est-ce que tu peux me confirmer qu'il apparaît bien? Oui, je vois déjà des réponses. Oui, ça OK. apparaît bien, je te le confirme. Parfait. Donc je vais laisser peut-être, une vingtaine de secondes, quelque chose comme ça, pour que les gens puissent répondre à chaque sujet. Je vois que ça se stabilise. Allez, je vous propose de passer à la suivante. Donc c'est la même chose, même type de question pour le deuxième sujet qui vous a été proposé, donc sur les batteries non lithium-ion. Voilà, et comme le dit Jean-Baptiste dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. On pourra éventuellement les prendre oralement pendant que Oui, vous êtes occupé à cocher les cases sur le Slido. Alors, dans le formulaire d'inscription, on avait suggéré aussi de poser des questions. Il y avait eu certaines questions, notamment une sur les conditions d'éligibilité aux appels à projets. Quelle est la limite maximum de cumul des aides financières européennes, nationales et régionales sur les coûts éligibles? C'était une des questions qui avait été posée. Jean-Marc, je ne sais pas si tu souhaites répondre à... Alors je suis pas sûr de ma réponse, donc Thilo, t'hésites pas aussi à me corriger si je me trompe. Alors la première réponse que je ferai pour cette question-là, c'est de l'adresser au PCN juridique et financier. Donc c'est pas pour botter en touche, mais c'est pour que vous ayez une réponse vraiment claire et définitive, parce que nos collègues sont bien plus compétentes pour répondre à ce genre de questions. Donc je pourrais mettre dans la conversation ensuite le lien là pour les contacter. Et si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, les subventions européennes qui ont été touchées là au travers de ces appels ne sont pas comptabilisées comme des aides d'État. Oui, je complète ce stylo. En effet, et surtout, tout ce qui est, enfin, quelques sections près, on va dire, est financé par l'Europe à hauteur de 100%. Donc, les activités, notamment pour pour les organismes publics. Donc, il y a de toute manière pas moyen de cumuler les aides. Vous avez déjà 100% via le projet européen. Alors, encore quelques secondes juste pour les questions en cours.
je vais peut-être avancer parce que sinon, Mathieu, on risque de prendre trop de retard. Et puis, Oui, bien sûr, je vais n'hésite pas à continuer à faire avancer. défiler les questions. Ouais, je vais avancer parce que comme ça. Alors, je vais passer aux appels de la destination 5. Vous pouvez continuer à répondre, hein. Je vais les passer au fur et à mesure voilà, sur les derniers appels qui restent pour les batteries pour le sondage. Donc, la destination 5, des solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport. Donc, ce sont les appels to zero pour lesquels vous avez un budget d'environ 77 millions d'euros en 2024 avec 6 actions qui vous sont proposées, 3 RIA et 3 IA. Alors, le premier appel va concerner des stations de recharge, des solutions de recharge. Donc là, l'objectif, c'est de faciliter la mise en place de ces solutions de recharge qui seraient à la fois simples et aussi massivement déployées pour augmenter l'acceptabilité et l'utilisation des véhicules électriques dans les zones densément peuplées. Donc ça, c'est une action d'innovation avec toujours un financement variable en fonction de votre statut, 60 à 100%. Donc là, c'est un focus sur les stations de recharge publiques. Vous avez une mention quand même dans le texte du topic qui va au-delà un peu de l'infrastructure publique et qui concerne la recharge soit sur votre lieu de travail, soit à domicile. Juste un mot, alors 2 commentaires plutôt, au-delà de ce qui est écrit. Vous le voyez ici, il faut tenir compte en fait des différents contextes socio-culturels des utilisateurs qui sont ciblés. C'est pourquoi vous retrouverez dans le texte de ce topic une mention concernant l'intégration des disciplines SHS, les sciences humaines et sociales, dans la proposition que vous pourriez faire. Donc ça, c'est un point important sur lequel je vous encourage à être attentif. Et il y a une autre mention qui est faite à l'initiative Bridge. Donc là aussi, je vous encourage à être attentif quand vous voyez des mentions à l'initiative Bridge. Ce n'est pas le cas dans le cadre de ce sujet-là, mais pour certains sujets, la Commission vous demande non seulement de vous rapprocher de cette initiative Bridge, donc qui est une espèce de cluster de projets H2020 et Horizon Europe, mais dans certains cas, elle vous demande aussi d'allouer du budget aux activités de Bridge. Donc, je vous encourage à faire attention à cette mention lorsque vous la voyez apparaître dans le texte des appels. Donc, un premier appel sur les solutions de recharge. Un deuxième appel qui va concerner des groupes motopropulseurs de future génération avec des tensions de fonctionnement élevées. Donc là, c'est une action de recherche et d'innovation avec un TRL de 5. Là, l'idée, c'est de viser des recharges rapides et de diminuer le coût de l'électronique de puissance embarquée sur les véhicules, donc à ISO en fait, via l'augmentation des tensions, et de viser par la même occasion en fait une optimisation du coût de l'utilisation du cuivre embarqué, d'améliorer le rendement, notamment de ces électroniques de puissance, et puis de réduire la masse en fait des GMP électriques. Donc là, on vous demande aussi, par exemple, d'établir un lien, une passerelle avec les activités, les connaissances qui ont été générées par les partenariats Excel et KDT. Donc KDT pour Key Digital Technologies. Donc qui traitent de sujets connexes à ceux qui vous sont indiqués dans le cadre de ce topic. Un troisième sujet qui va concerner l'intégration des batteries. Donc là, les futures chimies de batteries demanderont a priori des connectiques spécifiques, à la fois en termes électriques, mais aussi en termes hydrauliques pour le refroidissement des batteries. Ces futures chimies demanderont aussi potentiellement d'utiliser des matériaux différents pour l'encapsulage des systèmes batteries. Donc là, il est question de traiter au travers de ce sujet-là l'intégration de ces batteries dans les véhicules électriques, dans les futurs véhicules électriques. Donc on parle d'intégration globale, on parle d'intégration mécanique, d'intégration thermique, électrique, je l'ai dit, hydraulique, puis structurelle. Donc tout doit être repensé pour être adapté et optimisé aux futures générations de batteries. Et un point qui mérite aussi d'être souligné, c'est le dernier qui apparaît ici, c'est que le topic fait aussi mention d'un texte de la Commission, d'une directive de la Commission concernant l'accès aux données des batteries, puisque c'est un sujet qui est récurrent, qui apparaissait déjà sur les appels 2023. Le quatrième sujet concerne aussi des solutions de recharge, alors cette fois-ci plutôt orienté poids lourd.
Donc c'est une action d'innovation avec un TRL élevé à 8, 2 projets qui devraient être financés pour des budgets autour de 7 à 8,5 millions d'euros. Donc là, l'objectif, en quelque sorte, c'est de faire en sorte que les tailles de batterie n'explosent pas, entre guillemets, et d'associer en fait des batteries de taille raisonnable avec des solutions de recharge très puissantes. Donc c'est pour ça qu'on parle de solutions mégawatts, pour diminuer en fait le temps de recharge et compenser en fait la taille des batteries pour quand même atteindre des autonomies véhicules qui soient suffisantes, qui soient importantes. Donc là, c'est dans le cadre, c'est en lien avec le TRL, c'est dans le cadre d'un déploiement très large des véhicules électriques d'ici à 2030. Donc c'est un appel qui vise principalement les camions électriques. Mais comme vous pouvez le voir là sur le dernier résultat qui est attendu, le texte de l'appel fait quand même mention à des véhicules légers qui pourraient aussi bénéficier de ces stations de recharge mégawatts. Donc ça veut dire des stations qui seraient capables d'opérer à l'échelle du mégawatt, mais aussi à l'échelle de quelques centaines de kilowatts pour recharger des véhicules légers, par exemple le week-end, lorsque les stations ne sont pas utilisées à leur pleine puissance par les poids lourds. Le 5e sujet concerne alors ce qu'on traduit, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, mais concerne des véhicules définis par logiciel. Donc il s'agit de véhicules pour lesquels les fonctions principales du groupe motopropulseur et puis la gestion de la dynamique du véhicule sont gérées par logiciel. Donc ce qui sous-entend que ces logiciels peuvent être mis à jour tout au long de la durée de vie du véhicule. Donc on a vraiment un pilotage par logiciel qui est disponible pendant toute la durée de vie du véhicule. Et là, l'idée de ce topic, c'est de développer un nouveau cadre, en fait, de mettre en place un nouveau cadre de développement pour qu'à terme, on puisse exploiter tout le potentiel de ces véhicules définis par logiciel. Donc on parle vraiment de méthodologie et d'outils numériques pour améliorer le développement de ces véhicules. Et puis un dernier appel to zero pour 2024 qui concerne les véhicules légers commerciaux pour la logistique urbaine. Donc vous le voyez dans le titre, donc véhicules commerciaux légers, donc des véhicules électriques à batterie, puisqu'on parle de mobilité urbaine, et donc on cible clairement le transport de marchandises au travers de cet appel-là, pour lequel il est attendu en fait le développement de nouveaux concepts innovants de véhicules, en intégrant les contraintes des gestionnaires de flotte, en intégrant les contraintes liées aux infrastructures de recharge et en intégrant aussi les besoins, les attentes des futurs utilisateurs de ces véhicules pour la logistique urbaine. Voilà, je suis allé extrêmement vite pour ne pas prendre trop de retard. Je ne sais pas s'il y a des questions à l'oral. Je vois qu'il y a eu des réponses sur les appels batterie. Je vais passer maintenant aux appels to zero sur le Slido, si ça vous va. Parfait, Jean-Marc, merci. Et il y a eu une question sur l'un des appels sur le e-bike, le vélo cargo électrique. Donc, est-ce qu'il est inclus dans le cadre d'un des premiers appels que tu as présenté? En l'occurrence, le premier appel de la destination 5. Je ne pense pas, mais je vais vérifier. Je le note et je vais vérifier. J'essaierai d'amener une réponse dans le chat d'ici la fin de l'événement, sinon on répondra ultérieurement, mais je vais vérifier, c'est noté. Ça marche, merci. Et sur le formulaire d'inscription, on avait eu une question qui concernait les routes électrifiées. Est-ce qu'elles sont adressées dans le cadre de ces appels to zero? Il me semble pas à ce stade, sauf erreur de ma part. Non, Est-ce que tu non. confirmes? Oui, je confirme, ils ne sont pas traités. On a déjà eu la question dans le passé. Je ne saurais même pas dire si cette solution a été envisagée dans les propositions qui ont été faites en interne au partenariat. Ça me dit vaguement quelque chose, mais en tout cas, ça n'a pas été retenu ni pour 2023 ni pour 2024. Oui, je confirme. Du point de vue du partenariat, en fait, c'est un sujet qui a été abordé dans le travail de conception du SRIA, la roadmap stratégique donc à long terme.
Et en effet, c'est un sujet qui est mentionné dans le SRIA, mais qui est pas considéré comme prioritaire à ce stade, donc qui apparaîtra pas à court terme. Thilo, est-ce que tu veux prendre la suite pendant que je continue avec les questions Slido? Oui, très bien. Écoute, par contre, je ne fais pas la main, ou alors tu continues à cliquer. Comme tu veux. Je continue? Oui, oui, j'ai que 5 et Allez. puis je vais jusqu'à la fin. Ouais. Donc, on bascule à la destination 6, donc les transports sûrs et résilients de services et à mobilité intelligente pour les passagers et les marchandises. Et donc, en effet, la différence, on va dire, entre la destination 5, où c'est plutôt les véhicules, les stations de recharge, parfois les batteries, et la destination 6, c'est plutôt les services qui sont concernés. Donc, il y aura 4 sujets qui vont être ouverts. La suivante, dans le cadre donc, du partenariat coprogrammé qui s'appelle SICAM en anglais, qu'on arrive à traduire à peu près par la mobilité connectée, coopérative et automatisée. Donc, c'est un partenariat coprogrammé qui en soi, les partenaires coprogrammés pour un partenaire, un participant, c'est relativement transparent, c'est juste une question de financement des projets. Je remarque qu'on a parlé tout à l'heure des partenariats institutionnalisés comme Clean Hydrogen, qui procèdent par leur propre appel à projet et budget, etc. Donc là, SICAM, c'est complètement intégré dans le programme Horizon Europe, donc c'est relativement transparent pour vous. Donc 4 projets de recherche, RIA ou IA, et un 5e, une CSA, une action de soutien qui visera surtout et qui mènera pas la recherche à mettre à jour des bases de données. Donc le premier sujet, la D601, est basé un peu sur le constat que aujourd'hui les systèmes électroniques embarqués sont assemblés, on va dire, d'une manière assez fragmentaire, ce qui est un peu le constat dans le programme de travail. Et donc, le constat, c'est que ça nécessite une refonte complète des architectures de contrôle embarquées. Donc, le sujet 01 adresse les aspects concernant les architectures de contrôle pour les véhicules plus ou moins autonomes, avec les résultats attendus que j'ai mis en gras des nouvelles architectures, l'automatisation niveau 4 des véhicules. Il faut de plus en plus prendre en compte également les usagers vulnérables, c'est-à-dire travailler avec une exploitation de plus en plus sûre des fonctions de conduite pour les véhicules automatisés. Des systèmes plus intégrés tout en quittant, entre guillemets, les principes d'aujourd'hui human-based dans le cadre des véhicules autonomes et donc contrôlés par les ordinateurs. J'insiste un peu sur le fait que dans nos planches, souvent on parle des résultats attendus. À l'exemple ici, la 0101, vous avez 5 bullet points et la commission souvent insiste à ce qu'il faut donner des réponses à tous ces bullet points. Quelques exceptions près, vous avez le choix, vous devez adresser 2 ou 3, mais souvent, et la règle pour les sujets de la destination 6 que je vais présenter, c'est vraiment il faut adresser tous les bullets qui sont listés dans les planches. Et j'insiste aussi là-dessus, comme disait Jean-Marc, si vous êtes réellement intéressé à monter un projet, participer avec d'autres partenaires, prendre le document en anglais, avec le wording en anglais, on n'est jamais appris dans nos traductions, dans la préparation des guides, d'une interprétation qui n'est pas tout à fait correcte. Donc vraiment travailler avec les programmes de travail en anglais. De toute manière, dans le cadre d'un projet européen, vous êtes obligé de rédiger vos propositions en anglais. Donc juste vite fait, parce qu'en effet, le temps qui court sur ce sujet-là, 2 projets sont attendus par la Commission européenne. C'est des projets d'IRIA avec un TRL relativement modeste de 5 et un budget disponible en financement européen financier par projet en moyenne de 6 millions d'euros.
Le sujet suivant, le 0102, concerne plutôt donc la validation de la sécurité et des schémas de certification. Donc, le mot-clé, je dirais, associé à la thématique 0102, c'est la certification. Le sujet a été rédigé, proposé par la commission et par le partenaire de SICAM, basé sur le constat que le trafic évolue et donc les systèmes de SICAM nécessitent une extension des procédures de validation de la sécurité et des schémas de certification. Donc, vous avez dans la liste des résultats attendus, typiquement accroître la sécurité dans les systèmes SICAM pour tous les niveaux d'automatisation et tous les systèmes pour les phases de conduite qui reposent sur une interaction homme-machine. Donc, l'assurance, sécurité des véhicules, etc. Donc, une fois de plus, résultats attendus avec une liste également de bullet activités qui sont pile et encore en phase avec les résultats attendus. Donc, les activités doivent être basées là-dessus. Là, la commission estime et souhaite ne financer qu'un seul projet, mais avec un budget relativement conséquent de 14 millions d'euros. Ça veut dire que vous allez avoir un consortium assez important avec au moins 10, si ce n'est pas 12 ou 14 partenaires. Donc, c'est un projet ambitieux et donc qui nécessite plus le consortium est large, on va dire, de s'y prendre tôt pour bâtir un projet avec un nombre de partenaires relativement élevé. Le sujet numéro 3 concerne plutôt, ou est basé, on va dire, sur le constat que le trafic aujourd'hui est de plus en plus hétérogène, avec toutes sortes de véhicules et d'acteurs. Et le projet lui-même, le 0103, s'adresse surtout aux opérateurs des systèmes de transport autonome, plus ou moins autonomes. Donc, tout en prenant en compte... attendez, je vais quitter mon écran. Prenant en compte les prestataires privés, mais également publics. Donc, vous avez la liste des résultats attendus, donc une approche plutôt systématique de gestion de trafic. Toutes les parties prenantes, c'est là où j'ai dit public et privé, entre les trottinettes et les tramways, donc il y a une grande différence quand même des véhicules. Et donc, une fois de plus, a priori plutôt adressé à des acteurs des opérations des véhicules autonomes. Donc là, il s'agit d'un projet IA. Je remarque qu'il vous a présenté en intro les différences entre RIA et IA. Donc IA avec un TRL jusqu'à 7, donc plus proche du marché. 2 projets financés avec un budget relativement modeste par projet. Donc la différence ici, budget et financement, c'est que dans une démarche IA, un projet IA, les partenaires privés ne sont pas financés à hauteur de 100%, mais plutôt autour de 60 ou 70%. Et un 4e sujet de recherche qui tourne autour de la question de l'implication et l'acceptation aussi par la société au sens large des algorithmes d'intelligence artificielle dans la démarche de décision, donc la perception collective avancée pour utiliser ces types de technos dans les futurs véhicules autonomes. Le constat est également qu'il y a des nouveaux régimes et des cultures dans les trafics urbains, avec une fois de plus des rues cyclables à contresens, etc., qui doivent être prises en compte par les systèmes qui vont équiper les véhicules du futur, avec des prises de décisions très avancées et souvent donc basées sur l'intelligence artificielle qui peut poser des débats et qui peut poser des questions aussi de nature sociétale. Donc là, on est à nouveau dans les projets type RIA avec un financement à hauteur de 100%, avec un TRL de 5, 2 projets financés, budget par projet de 5 millions d'euros, avec les mêmes dates d'ouverture et dates limites. Le dernier, 5e projet dans le cadre du SICAM concerne une action de soutien, une CSA, soutien et coordination. Un seul projet financé, comme souvent dans ce type de projet. Ce type CSA ne finance pas la recherche proprement dite. Souvent, la durée
est limité à 1 an ou 2, mais pas forcément 3 ou 4, comme pour des projets de recherche. Avec un budget associé de 4 millions. Et là, le constat est qu'il y a des bases de données qui nécessitent une mise à jour, on va dire, par les acteurs publics et privés. Également, dans une démarche, puisqu'on parle des projets européens, de renforcer la coopération entre les acteurs européens et idéalement harmoniser et standardiser les normes en Europe pour ce type de véhicules autonomes. Donc là, par expérience, les partenaires les participants à un webinaire sont globalement moins concernés. Jean-Marc, je ne sais pas si tu as prévu de lancer le slide. Là, je vois. Oui. Il y a encore 2 personnes qui répondent à la dernière question là, pour ToZero. Donc, je vais attendre juste qu'il n'y en a plus qu'une. Je vais attendre juste que la personne termine de remplir sa réponse. Après, je vois qu'il y a des questions dans le chat, Mathieu. Enfin, conservation. Oui, tout à fait. Il y a une dernière question qui concerne, je pense, la destination sur ToZero, c'est Cédric Lalaison qui demande s'il y a des projets impliquant le V2G, donc véhicule to grid. Oui. Alors, vous dire exactement là lesquels, je les ai plus en tête, mais oui, c'est une thématique qui apparaît, ça. Là, comme ça, je dirais les 2 qui sont liés aux solutions de recharge. Donc le premier, certainement, et puis je crois que c'était le 4e. Je commencerai par regarder là. Ça m'étonnerait pas du tout. Il faudrait que je regarde le texte de l'appel, mais à mon avis, concerne cette thématique. Je le note également pour vérifier. Merci beaucoup. Donc du coup, merci Jean-Marc et Thilo pour le timing parfaitement tenu. Il nous reste encore 2-3 minutes pour passer le slido et puis on Ouais, pourra après, enchaîner. Oui, il reste quelques planches. Ouais, peut-être sans les montrer, mais juste vous indiquer que vous avez des planches ressources en fin de présentation avec tout un tas d'informations qui peuvent vous être utiles. Je sais pas, Thilo, on va peut-être pas les passer, comme ça on tient le timing. Oui, alors juste vite fait, j'aimerais bien insister, comme en effet il y a des sites web, etc., mais il y a aussi des aides financières pour les porteurs de projets. Donc sur ces planches, d'ailleurs, on a présenté également un café relais il y a une semaine ou 2 sur le sujet. Donc l'ANR peut financer sur demande et sur dossier des porteurs de projets. Et Bpifrance a également mis en place un dispositif DIAC PTI pour les porteurs de projets qui souhaitent monter un projet européen. Donc qui, à notre avis, est parfois sous-utilisé, mais qui nécessite quand même souvent une certaine anticipation avec des deadlines assez en amont par rapport aux dates limites des projets européens pour obtenir ce type de financement. Mais le timing est parfait aujourd'hui si vous voulez postuler pour ce type de financement pour après monter un projet en 2024. Il y a aussi la planche sur les experts, qui est un peu en marge, mais tout le monde peut être expert, pour évaluer les projets européens. Forcément, vous n'allez pas évaluer votre propre projet, vous allez signer un papier. L'intérêt pour devenir expert, c'est de mieux comprendre les processus, d'être un peu dans le cœur du dispositif. Ça se fait, contrairement au passé pré-Covid, à distance, souvent. Vous avez un dossier à soumettre qui, a priori, après est valable, sauf si vous avez des modifications dans votre CV en cours pendant toute la durée du programme Horizon Europe. Donc, nécessite quand même une mise à jour de votre profil si utile et nécessaire. La commission interroge la base de données à travers des mots-clés. Donc, il faut bien être expliciter les mots-clés dans lesquels, ou les domaines dans lesquels vous êtes expert pour être sélectionné. Donc, pareil, vous avez en ligne les documents. Comment devenir expert et s'enregistrer comme expert.
Donc, en effet, après, les autres planches qui vont être Ouais, disponibles, c'est des pages d'informations Oui, sur nos sites web, etc. c'est plus des Légèrement. ressources. Ouais, voilà. Donc, on vous laissera les consulter parce que c'est plus des liens et des ressources pour vous, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous contacter. Donc, de toute façon, tout ça fera partie du jeu de planche qui vous sera transmis après l'événement. Je vais arrêter la présentation pour laisser la parole. Tout à fait, oui, je confirme, ça fera partie des slides que j'enverrai. Jean-Marc, ce que je te propose, c'est de passer au niveau du Slido, de passer sur SICAM. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais sur mon écran, ça n'apparaît pas Je le fais. encore. Voilà, ça apparaît Ouais. désormais, donc c'est parfait. Et puis pendant que les gens répondent rapidement aux différentes questions relatives au call SICAM, je propose à Manon Levray et à Antoine Radel d'Interface Transport de prendre la main pour nous présenter leur retour d'expérience et leur implication au niveau du projet européen Decarbomile. Merci Mathieu. Partage. Tout le monde voit bien? C'est parfait, on voit bien l'écran. J'y vais maintenant, c'est ça. Ok, merci, bonjour à toutes et tous. Antoine Radal, du coup, je suis chef de projet chez Interface Transport. Donc moi, j'ai plutôt participé au montage du projet, alors que Manon là, est en coordination du projet. Du coup, peut-être juste en un mot sur Interface Transport. Manon, après, vous dira deux mots sur le projet européen et puis on vous fera un peu nos retours respectifs sur la partie du coup montage et gestion du projet. Donc pour ce qui est d'Interface Transport, en deux mots, on est un bureau d'études spécialisé en logistique urbaine, transport de marchandises, historiquement basé à Lyon, et donc on travaille beaucoup en France pour du public et du privé, et puis aussi en Suisse et en Espagne, ce qui d'ailleurs nous a permis de constituer notre consortium, et les points d'appui dans d'autres pays a été assez utile pour le montage de la réponse. Et donc voilà, vous pouvez nous contacter ou aller voir notre site pour en savoir plus. On travaille sur ces différentes thématiques-là. Et je laisse Manon parler du projet Decarbomile en soi. Super, merci. Et ouais, du coup, rapidement sur le projet Decarbomile dont on va vous faire nos références après. Donc, pas le logo. Donc, Decarbomile, c'est pour Decarbonize Last Mile Logistics. Donc, c'est un projet Horizon Europe qui a été financé par le programme Recherche et Innovation. C'est une action d'innovation dont on reviendra plus tard, mais que Jean-Marc a déjà parlé de quelques spécificités au début de cet appel-là. Donc, on a 31 partenaires que vous pouvez retrouver donc, sur cette carte ici. Nous interface coordinateur avec d'autres partenaires basés en France. On a 4 villes pilotes sur l'Europe, donc à Nantes, en France, à Hambourg en Allemagne, à Logroño en Espagne et à Istanbul en Turquie. Et nous avons également 4 villes satellites qui sont impliquées dans le projet, Retafe, Gand, Tallinn et Sarajevo. Donc, dans le partenaire, on est donc 31 organisations. On a donc des municipalités, des organisations publiques, des organisations privées avec des constructeurs, notamment de vélos cargo, etc. On a aussi des universités, plutôt labos de recherche. Voilà, donc c'est un peu c'est un consortium assez riche, autant en termes de nombre qu'en termes d'expertise. C'est un projet qui a commencé donc en septembre 2022, qui va durer 48 mois. On est sur un budget de 8 millions d'euros de cofinancement de l'Union européenne pour un budget total donc, de 9,6 millions d'euros avec différents taux de cofinancement. J'y reviendrai après. Donc rapidement, juste sur le projet en soi, le but, voilà, c'est
de décarboner, de proposer des solutions pour décarboner la livraison du dernier kilomètre, donc en partenariat avec tous ces acteurs ici et des acteurs externes locaux dans les Living Labs également, pour proposer des solutions multimodales et interopérables sur le dernier kilomètre. Donc, en termes de développement, je vais laisser la parole à Antoine pour vous parler un peu plus du montage, de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Merci Manon. Je vois qu'il y en a qui mettent dans le chat que le son est pas très bon. J'espère que ça va là. Non, je sais pas si ça vient peut-être de moi aussi. Merci Manon. Du coup, pour ce qui est du montage du projet européen, quelques éléments de retour d'expérience. Donc nous, Interface, on est une quinzaine de personnes, donc relativement petite structure. Donc, ce qui a nécessité de nous organiser et puis d'aller chercher aussi des aides extérieures pour réaliser le montage. D'abord sur l'identification du call, donc en termes de mots-clés, c'était vraiment un call cœur de métier, donc on l'a rapidement nous-mêmes vu sortir dans notre veille de suivi des appels d'offres nationaux et européens d'ailleurs. Et puis on a un partenaire avec lequel on travaille qui nous a aidé du coup au montage de la réponse et qui est là-dedans des Carbomile pour la partie suivi administrative et budgétaire qui est EuroQuality, et donc qui nous a aussi fait remonter ce call-là. On a démarré les échanges avec eux 6 mois à peu près avant la réponse, ce qui était assez confortable pour nous laisser le temps de définir le concept qu'on voulait proposer et puis d'avoir le temps de définir le consortium et puis les villes qui nous allaient bien pour répondre à ce call-là. Mais ça a été après un rythme assez soutenu de M-6 jusqu'au dépôt. Et donc après l'intérêt de la complémentarité avec un bureau spécialisé comme celui-là, c'est que nous, on pouvait se concentrer réellement sur la définition du concept, à partir de notre expertise, et puis de se focaliser sur vraiment le projet, les objectifs en lui-même. On a aussi participé systématiquement aux échanges avec les villes et puis les partenaires potentiels. Et donc, ces contacts-là, ils étaient soit issus de notre propre réseau de clients ou de partenaires, soit EuroQuality qui aussi de son côté, grâce aux autres projets européens sur lesquels il a pu travailler, nous proposait des contacts. Et donc, la complémentarité, elle était intéressante de ce point de vue-là. Et après, là où nous, en tant que petite structure, c'est difficile de mobiliser du temps, EuroQuality était en charge d'animer le réseau de partenaires. Il y a eu 2 ou 3 réunions là sur les 6 mois qui ont été réalisées où on avait vraiment un échange avec l'ensemble du consortium qui du coup s'étoffait petit à petit pour échanger sur notre proposition. Et puis sur la contribution aussi, EuroQuality était en charge réellement de consolider les contributions des différents partenaires, ce qui là encore nous permettait de nous centrer sur des éléments de rédaction sur le fond, et puis gérer aussi la partie budget, la partie tous les aspects administratifs qui sont aussi assez chronophages dans la réponse. Voilà. Et puis en termes de ressources, du coup, il y a on a pu avoir des financements de la BPI pour payer 50% de la prestation d'EuroQuality. Et donc, on a investi en propre ensuite 50% pour le financement d'EuroQuality. Et ensuite, il y a évidemment du temps, par contre, en propre aussi, qui représente de l'investissement, à peu près. Donc, un chef de projet mobilisé, ça va de quelques heures à puis ensuite des demi-journées, voire des journées entières par semaine au moment du dépôt. Donc, il y a aussi évidemment cet investissement de temps personnel qui était important. Voilà pour ce qui est du montage, et puis je repasse la parole à Manon ensuite pour la coordination du projet. Merci Antoine. Je vais essayer de parler un peu plus fort, mais s'il y a un problème avec mon son, je ne vois pas le chat, mais n'hésitez pas à me couper et me le dire. Du coup, au niveau de la gestion, donc comme ce que je disais, c'est un projet qui a commencé en septembre, vraiment au niveau du lancement, de la coordination. Donc nous, Interface Transport, on est, oui, juste pour revenir sur ce que je disais avant, comme c'est une action d'innovation, en fait, comme ce que disait Jean-Marc, il y a un taux de financement qui est différent que les recherches, que les actions de recherche et d'innovation. Donc, en tant qu'action d'innovation, on a un financement à 100% pour ce qui est des organisations à but non lucratif qui font partie du projet, donc notamment les municipalités dont on parlait, qui font qui ont un rôle avec les villes impliquées donc, dans nos 4 villes pilotes et nos 4 villes satellites. Et les autres organisations
sont cofinancées à 70%. Donc ça, c'est le côté plutôt budget. Nous, on a un budget, donc on est cofinancé à 70% par l'Union européenne. On a un budget qui correspond à peu près à 9% en tant que coordinateur, mais également donc, en tant aussi expertise technique dans le projet, à peu près à 10% du budget total de Decarbomile du projet. Donc, on est impliqué dans quel work package concrètement. Donc, on a le work package 1 dont on était leader, qui était vraiment le début du projet sur le design préliminaire au niveau de ce qu'on allait faire, la construction des cas d'usage, etc. Et le VP10 qui est le VP sur la gestion du projet, donc qui s'étend sur toute la durée du projet. On est également impliqué dans les autres work packages. Donc, le VP10, c'est ce que je disais vraiment sur la coordination, donc l'animation du consortium, des réunions, des executive board meetings, des consortium meetings, etc. Et les autres work packages, là, on intervient plus en tant que bureau d'études avec vraiment une expertise plutôt technique sur des études sur les flows logistiques, par exemple, dans les Living Labs, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça s'imbrique dans les activités du projet en soi, avec les autres partenaires et les autres activités du projet. Dans lequel, du coup, on est impliqué très régulièrement, puisqu'il y a en général mensuel ou bimensuel des réunions de suivi pour ces différentes activités Work Package. Donc ça, c'est un temps sur lequel on est quand même pas mal impliqué en interne. Donc en termes de ressources, on a donc une personne équivalent temps plein. On a également recruté une stagiaire pour aider autant au niveau gestion que tâches autres dans les work packages. Et ponctuellement, équivalent à peu près un jour par semaine, 3 collègues qui aident plutôt pour l'apport d'expertise, comme ce qu'on disait, plutôt en tant que bureau d'études, quoi, vraiment sur les work packages techniques. En interne, on a aussi un point hebdomadaire avec toute l'équipe projet d'interface sur ce projet. Donc voilà, c'est un peu les différents temps forts sur lesquels on est impliqué, tant donc dans la coordination que dans l'apport d'expertise pour le projet en soi. Voilà, c'était un peu tout, je pense, qu'on voulait mentionner. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Il me semble pas qu'il y ait de questions dans le chat à ce sujet, donc je propose à Justo Garcia d'enchaîner directement pour nous parler de l'implication d'Orano dans différents projets européens, notamment le projet Respect. Alors Justo, on ne vous entend pas. Je pense que votre micro n'est pas ouvert. Effectivement, ça devrait être mieux comme ça. C'est parfait, on vous entend bien maintenant. Ok, donc voilà, donc je vais vous présenter le projet Respect, donc alors peut-être avant de présenter au Respect, peut-être Orano très rapidement. Donc Orano, c'est un grand groupe français donc axé sur le nucléaire, et notamment sur la mine, l'enrichissement et le recyclage, et a décidé d'utiliser ses compétences pour développer de nouvelles activités, et notamment donc sur la partie recyclage des batteries. Donc, il s'est associé avec le CEA et notamment le laboratoire LITEN à Grenoble pour développer une nouvelle technologie de recyclage de batteries. Et donc, ça, c'est depuis 2019. Respect. Alors, Respect, c'est donc un projet européen dans le cadre d'Horizon Europe, donc dans le cadre donc du BAT for EU Call donc 2021. Donc, c'est un projet de 48 mois et donc avec 18 partenaires, donc 15 partenaires européens et 3 partenaires associés, donc 2 Anglais et 1 Suisse. Donc, la thématique, c'est le recyclage. Et donc, l'objectif était de développer donc, un projet soutenable, efficace et efficient pour récupérer les matières
d'intérêt des batteries. Donc, c'est un projet, c'est une action de type RIA, donc Recherche, Innovation, Action, et donc qui est financée donc, à 100%, donc avec un budget assez conséquent de plus de 10 millions, et avec une partie qui est financée par les Britanniques et les Suisses. Voilà, donc on pourra avoir une vision globale du projet. Donc là, carte intéressante qui montre effectivement que un projet qui dit projet européen dit partenaire européen, et donc l'objectif c'est quand même de montrer qu'on arrive à travailler avec plusieurs pays, et que, donc chacun apporte vraiment des compétences complémentaires pour bâtir justement un projet important. Et donc effectivement, ce qui est important dans les projets, c'est que chacun apporte une pièce dans tout l'édifice, et on montre effectivement une complémentarité des expertises. Donc voilà, donc, on a une belle carte européenne, extra-européenne, puisqu'on a également effectivement les Suisses et les Britanniques. Là, c'est simplement pour montrer également que ce qui est important également, c'est lorsqu'on propose un projet, c'est qu'il y ait une structure avec des bon, work package, hein, mais effectivement qui montre bien la base du projet va être effectivement technique. Donc ici, on va avoir le work package 1, 2, 3, 4 notamment. Donc avec d'abord effectivement les problématiques d'approvisionnement, les problématiques de séparation, le work package 2, ensuite après développement donc de différentes voies de recyclage. Mais également, ce qui est important, ça va être le Work Package 5 ici, on le voit, c'est les impacts. Quels sont les impacts sur la santé, sur l'environnement, sur la sûreté, mais également les impacts en économie circulaire, et donc les impacts sociaux, techniques et sociaux qui sont également importants. Et un élément également à ne pas oublier, c'est tout ce qui va être la dissémination et l'exploitation qui doit être faite de ces projets, puisque s'il y a un financement, c'est que c'est également pour permettre de développer certes des technologies, mais également de développer la connaissance, et qui doit être partagée au niveau européen. Donc, il faut aussi avoir conscience que lorsqu'on travaille dans ces projets européens, il y a des informations, il y a des éléments qu'on doit diffuser au niveau européen. Donc, s'il y a des choses qu'on veut conserver, qu'on considère comme étant importantes pour de propriété intellectuelle, c'est pas forcément. Il faut faire attention lorsqu'on propose le projet, lorsqu'on veut être intégré dans un projet. Ensuite, après peut-être après ces présentations générales, c'est voilà comment aujourd'hui on a travaillé pour monter ce projet. Donc la première phase, c'est donc la préparation. Et donc là, on a été aidé par une compagnie, un consultant, donc Zabala, qui est un cabinet au niveau de dimension européenne, et on s'est pris 6 mois à l'avance. Alors on a eu quand même aussi la chance, c'est que Orano était avec le CEA, et donc le CEA est donc très bien impliqué au niveau européen, et donc a des très bonnes connexions. Et donc la première phase, c'est d'abord trouver des partenaires qui vont pouvoir apporter des briques technologiques, mais également des compétences techniques pour notamment, par exemple, tout ce qui est les impacts, et notamment pour travailler sur l'analyse du cycle de vie, qui est également un élément important. Et donc, voilà, donc il faut trouver ses partenaires judicieusement, et donc ça peut être soit directement des attaches directes, soit également à travers, dans certains cadres, des manifestations spécifiques pour aider à trouver des partenaires, soit en fonction donc des compétences, soit en fonction donc des projets ou des appels à projets sur lesquels certains veulent candidater. Ensuite, après, effectivement, c'est définir bien le scope et les activités de chacun. Et donc ça, ce sera également un élément majeur, et donc qui va faire partie de la proposal, enfin du projet. C'est effectivement bien décrire les différentes activités et les connexions qu'il y a entre différents partenaires. Il ne suffit pas d'avoir des actions côte à côte et complémentaires, mais il faut également, l'objectif, c'est de pouvoir montrer également qu'on travaille ensemble et qu'il y a des actions, il y a des tâches qui peuvent être communes avec d'autres, qui sont partagées avec d'autres partenaires. Pas forcément tous les partenaires, mais au moins quelques partenaires pour différentes tâches. Après, la partie écriture, donc avec une grosse
un élément majeur qui est sur la partie technique. Alors, quand on est ingénieur, on est focalisé là-dessus, mais il ne faut pas oublier les autres parties du projet, la description du projet, qui est notamment quels sont les objectifs, quels sont les impacts attendus, quelle est l'excellence que l'on attend pour répondre à l'appel à projet et évidemment le budget. Ensuite, après, il y a toute la partie soumission. Donc, c'est pas négligeable. Également, toute la partie administrative à ne pas négliger. Bon, il y a l'évaluation. Alors, avec l'évaluation, on a un rapport d'évaluation qui est assez intéressant puisqu'il met en avant les éléments majeurs du projet, mais également éventuellement ce qui pêche un petit peu, et qui va servir pour la phase suivante, qui est le Grant Agreement Preparation, qui, lui, va être la préparation du contrat, qui va lier la commission avec le consortium à travers le coordinateur. Le coordinateur, c'est la porte d'entrée pour la commission. Et donc, il peut y avoir également des adaptations un peu du projet, quelques adaptations, notamment sur les livrables, sur les milestones, qui peut être revu à ce moment-là. Il y a en gros 4 à 5 mois qui sont donnés pour préparer le Grant Agreement. Et ensuite, après, lorsqu'on y a accord, donc signature par tous les partenaires. Alors en parallèle, il peut y avoir également, mais ce n'est pas obligatoire, un consortium agreement. Donc ça va être le contrat qui va lier les partenaires entre eux, qui va lier notamment sur la partie l'API, comment on va gérer l'API entre les partenaires, et également la répartition également financière, sachant que c'est le coordinateur qui reçoit toute la subvention et qui doit la répartir en fonction de chacun, de la part de chaque partenaire. Et ensuite, après, donc, il y a la phase de projet qui va être entamée, donc, avec un suivi du projet. Et donc, le coordinateur va avoir une tâche assez importante, puisqu'il va être le contact avec la commission via le project officer. Et donc, il va être en charge de tous les aspects légaux et administratifs, et notamment s'il y a des avenants à réaliser, dans le cas, par exemple, d'un partenaire qui souhaite partir. Donc, ça nous est arrivé, et c'est en cours avec un partenaire britannique qui part, hein, et donc il faut trouver soit un nouveau partenaire qui va réaliser la tâche qui était du partenaire partant, ou alors un nouveau partenaire qui reprendra exactement la même activité. Là, on a retrouvé un partenaire britannique pour remplacer le précédent. Donc, c'est quand même consommateur de temps, et donc c'est des choses assez importantes. Ensuite, il y a quand même également des reportings qui sont à prévoir, et donc qui va être assez lourd. Donc, les reportings officiels pour la commission, donc, et donc également donc des tableaux de bord à remplir sur le portail de la commission, sur le progrès technique, sur les milestones et les livrables qui ont été réalisés. Et s'il y a des déviations, prévenir en amont le project officer et trouver des solutions ensemble. Jusqu'à présent, on a de la chance, on est sur plusieurs projets européens et les project officers sont assez conciliants, et ils comprennent qu'effectivement, on est dans des projets de recherche et que parfois, c'est pas forcément on a une obligation de moyens, mais pas forcément de résultats. Et donc, voilà. L'objectif, c'est de montrer qu'on est toujours, on essaye de proposer des solutions, on essaye de trouver on veut avancer et être le plus conciliant possible et apporter une réponse la plus cohérente possible. Ensuite, dans les projets, il y a des réunions assez régulières au niveau des work packages, donc typiquement tous les mois. Et puis, au niveau du projet, 2 fois par an, il y a une assemblée générale de tous les partenaires, qui est l'occasion de faire un point sur l'avancée globale du projet, d'avoir une vision également sur tous les work packages dans lesquels les partenaires ne sont pas forcément impliqués, puisqu'on n'est pas forcément obligé d'être sur tous les work packages. Et une dimension importante qui est sur l'aspect dissémination et communication. Et donc, puisque, comme je le disais au préalable, l'objectif de ces projets, c'est de travailler ensemble avec d'autres partenaires, mais également de diffuser une certaine connaissance.
Donc aujourd'hui, donc ces projets, les deux projets sur lesquels on travaille, notamment le projet Respect, ils ont un peu moins d'1 an. Donc aujourd'hui, on est relativement satisfait. Les projets européens, donc ça apporte un financement, apporte également un accès à un réseau, parce que de fil en aiguille, certains partenaires nous proposent d'autres partenaires avec qui on travaille. On partage des connaissances, et puis c'est quand même assez stimulant d'être dans un environnement varié et de pouvoir avancer ensemble et de contribuer à proposer des projets voilà, innovants. Donc voilà pour moi un petit peu le point que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Justo, pour cette présentation très claire. Comme on a déjà dépassé un petit peu le créneau qui était dédié pour ce webinaire, je vous propose de conclure, mais de toute façon, il me semble qu'il n'y avait pas d'autres questions dans le chat à traiter. Voilà, je remercie tous les intervenants pour leur contribution, les PCN, Jean-Marc et Thilo, et puis nos adhérents, Justo, Antoine et Manon. Des présentations très claires qui auront été utiles, je l'espère, pour l'ensemble des participants. Et voilà, je remercie également l'ensemble des participants donc pour leur contribution active, notamment via le Slido. On a eu, je crois, pas mal de retours, donc c'est intéressant pour nous. Voilà, ensuite, pour toute question ou info complémentaire, vous avez nos coordonnées, autant les miennes qui sont à l'écran que celles des PCN qui sont disponibles sur leur slide que je vous partagerai donc. Et puis voilà, on se tient évidemment à votre disposition si besoin pour répondre à toute question ou entamer d'éventuelles démarches si besoin en cas de volonté de montage. Voilà, et sur ce, je vous remercie encore donc et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Je ne sais pas si vous vouliez dire un mot complémentaire, Jean-Marc et Thilo, sinon je propose de conclure. Thilo? Non, pas Non, vraiment. mais Donc, une fois de plus, merci de votre intérêt et on est à votre disposition. On n'a pas de date annoncée pour les brokerage events. Il y aura sûrement une journée qu'on va organiser après l'été, mais à confirmer. vous aurez aussi un événement européen certainement mi-octobre, Ouais, qui sera le 17 organisé octobre. autour de ces appels. N'hésitez pas à répondre à la dernière question du Slido si vous avez. C'est une question fermée. Si vous n'êtes pas, si vous ne vous retrouvez pas dans le format de présentation des appels, n'hésitez pas à nous l'indiquer. On cherchera plus tard à comprendre ce qui peut être amélioré. Et si déjà on peut avoir un constat sur le format, ça nous aidera à faire évoluer éventuellement les présentations. Voilà. Et en tout cas, merci à vous pour votre participation. Et merci à Mathieu pour l'invitation. Merci Mathieu pour l'organisation. Oui. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.